Bonjour à tous, je vous remercie de m'avoir invité à partager, disons, le projet de pathologie virtuelle de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Et donc, c'est une des applications de télémédecine qui s'est construite sur plusieurs années. Et c'est vrai que le patient n'est présent que symboliquement à travers une coupe histopathologique, mais vous allez voir un peu les développements qu'on a envisagés et comment les professionnels de santé et les chercheurs, parce que j'ai aussi, je vais exposer un aspect un peu plus expérimental de cette technique, peuvent interagir autour des lésions dans le cadre notamment de la pathologie cancéreuse, mais pas seulement. C'est une technologie transversale. Alors le principe de l'âme virtuelle, ben, c'est que contrairement à ce qu'on a fait jusqu'à présent, on a la capacité de stocker des coupes de lésions. Alors, par exemple, lorsqu'on enlève chirurgicalement une tumeur ou lorsqu'on fait une biopsie, on peut stocker des coupes de cette lésion numérisées sur des serveurs. Et donc ça fait appel à une double compétence, une compétence informatique avec des bases de données qui sont assez complexes, qui vont héberger des images combinées à des annotations et des données, des annotations médicales. Donc il y a une interface. Donc dans la région, on s'appuie sur un partenariat avec une société qui nous a permis de développer un moteur en fait de la base de données, qui est la société Tribun, et il y a l'université Lyon 1 qui a développé l'interface plutôt utilisateur en fait, sous lequel tourne le moteur. Et on a développé en fait des concepts d'application qui consistent à combiner en fait une image sur laquelle on peut zoomer. Donc ça ressemble à Google Maps en fait, sauf que c'est sur une observation au microscope. Et on peut zoomer soit de façon coordonnée entre plusieurs ordinateurs, ce qui nous permet de nous synchroniser tous ensemble et de regarder exactement la même chose à l'écran, de pointer éventuellement un élément important sur la lésion, ou alors ça nous permet d'annoter, de recenser un certain nombre d'anomalies et d'aboutir à un compte-rendu qui fait un peu le bilan de ce qu'on a observé. Donc voilà un peu le genre d'interface. Donc c'est vrai que c'est plus pratique en double écran. Le genre d'interface, là c'est pour une utilisation à partir de coupes qu'on appelle tissu micro-arrêt, où il y a plusieurs lésions regroupées sur une seule lame qu'on va pouvoir marquer en même temps. Alors, ces choses-là ne se sont pas construites en un jour. Il y a eu une gestation assez longue de ce projet avec des différentes étapes technologiques. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'acteurs qui sont intervenus, que ce soit à la région au titre des plateformes d'enseignement, que ce soit les hôpitaux, les universités elles-mêmes sur leurs fonds propres, le CLARA lui-même comme soutien en projet structurant. Et il y a eu différentes expériences qui ont permis d'améliorer cet outil. Voilà un exemple de l'ensemble des appels d'offres qui ont été soumis pour pouvoir aboutir à cette construction. Et ce réseau de partenaires, en fait, a permis de mettre en place un système qui a une dualité qui s'appuie à la fois sur l'importance, on a vu, des données cliniques et tout ce qu'elles représentent pour le patient. Donc, c'est-à-dire qu'on a besoin pour ça, maintenant, il y a quand même une réglementation en France avec la CNIL, avec les notions d'hébergement de données de santé. Donc, on a la chance d'avoir les Hospices de Lyon qui ont obtenu ce label d'hébergeur de données de santé pour les applications médicales et qui a été un élément fondateur de l'architecture actuelle du projet et qui nous permet de nous appuyer en fait, donc c'est ce que j'observe en bas, ce que j'ai décrit en bas, je ne sais pas si j'arrive à faire passer ma souris, que vous voyez, voilà. Donc cette partie-là, donc c'est plus pour, plus pour des échanges de données médicales, des discussions diagnostiques sur les patients et qui doivent se faire dans un environnement sécurisé qui est décrit par cette accréditation. Et à côté de ça, on a voulu absolument développer un volet anonymisé, donc un peu plus expérimental, ou éventuellement pour évaluer dans le cadre de réseaux nationaux ou régionaux, pour lesquels les experts ne sont pas forcément individuellement bien identifiés, la possibilité de s'appuyer sur des réseaux anonymisés. Donc on a construit en fait un système qui s'appuie sur la plateforme d'enseignement numérique développée par l'Université Lyon 1 qui s'appelle Spiral Connect, et dans laquelle on a installé ce moteur en fait, qui permet d'afficher ces lames. Donc le premier objectif, en fait, ça a été de développer un réseau diagnostique qui s'appuie sur les réseaux existants. Alors c'est vrai que souvent, ces réseaux diagnostiques, il implique pour les pathologistes une très grande circulation de lames, de blocs. Il y a une charge
pour les secrétariats, les arcs qui nous aident au quotidien pour ça, d'empacter les lames, de les faire passer, d'espérer qu'elles vont arriver à temps. Il y a toujours un stress quand il y a une urgence thérapeutique derrière, pour les lésions dont la croissance est accélérée. L'histoire des cliniques des patients parfois est extrêmement rapide et il faut pouvoir répondre rapidement. Et donc toute cette logistique, en fait, l'espoir c'est que les nouvelles technologies et la pathologie virtuelle va nous aider à la gérer de façon plus efficace. Alors, les objectifs étaient de pouvoir mettre en place, et nous avions la chance d'avoir le soutien de l'ARS pour ça, des plateformes de numérisation qui soient décentralisées. Et c'est vrai que souvent, dans les modèles de financement de l'INCa, on voit très bien qu'on a une vision très pyramidale des choses, avec un centre coordinateur qui reçoit l'argent et qui permet d'acheter un scanner. Et en fait, dans les faits, on s'aperçoit que les lames continuent à converger vers le centre coordinateur, et finalement, ça ne change pas grand-chose. Et donc, ce qu'on a voulu explorer avec ce nouveau projet, c'est une architecture décentralisée du projet, c'est-à-dire que chaque centre est capable de générer lui-même ses propres images. Et donc, l'ARS nous a soutenus dans cette idée, en dotant Saint-Étienne, Grenoble et bientôt Clermont, avec la fusion des régions. On espère qu'on va pouvoir faire aboutir cette extension de scanners. L'autre élément, en fait, c'était de pouvoir mutualiser cette accréditation hébergeur de données de santé des Hospices de Lyon à ce réseau régional, voire plus si besoin. Et donc, on a mis en place un processus qui est en cours encore de développement parce que, bien évidemment, on est encore dans des marchés publics, il y a des appels d'offres et donc on est encore dans les signatures des accords entre institutions. Alors, ce ne nous a pas empêché d'avancer sur cette partie en commençant à explorer justement un point qui est important. Alors, je vais rapidement sur les problèmes de gouvernance, mais il y a un premier point, c'est que dès le départ, j'ai impliqué la DSI et les responsables, les ingénieurs de plateforme, parce que je crois qu'on arrive justement à ce nouveau paradigme de la télémédecine et de la e-santé, c'est qu'il n'y a pas que le médecin. Le médecin peut exiger d'avoir telle ou telle fonction, mais enfin, il faut faire preuve de réalisme. Ça se fait maintenant dans des contextes de budget extrêmement serrés. Et je voulais juste insister sur un point qui est important. Il me semble essentiel de faire intervenir dès le départ de ces projets des professionnels de l'informatique, de la sécurité, parce qu'on a bien vu que ces derniers mois, il y a énormément de problématiques de sécurisation de ces données de santé qui peuvent être revendues très bien sur le net. Et on arrive à des données assez critiques puisqu'on associe en fait à un profil de patient des diagnostics. Et je crois que c'est vraiment important que les discussions soient sans arrêt recentrées sur la protection du patient. Mais il y a aussi les aspects fonctionnels, c'est-à-dire que les ingénieurs sont ceux qui vont nous dire, on commence à explorer ça pour l'ECN, pour l'examen national classant, où cette année on est passé entièrement en tablette. On voit très bien qu'on est capable de faire tomber un système vital en quelques secondes lorsqu'il est mal configuré. Et donc pour cette raison aussi, on a besoin de ces experts. Et enfin, il y a le problème de charte utilisateur, c'est-à-dire qu'il faut que chacun respecte et s'engage à respecter. Donc c'est la fameuse charte qu'on doit signer si on veut utiliser le système. Voilà, ça va être un petit peu le problème aussi, c'est que chacun s'engage finalement à respecter le périmètre de ce projet. Alors bien évidemment, il y a une première étape d'évaluation, c'est-à-dire que souvent on va aller très vite, on veut tout de suite faire des diagnostics, etc. Et je pense que là, il va y avoir un premier travail qui va beaucoup impliquer les services de pathologie, que ce soit le service du professeur Péoc à Saint-Étienne, du professeur Godefrin au Clermont-Ferrand, du professeur Lantuéjoul à Grenoble et à Lyon, donc les différents services de pathologie impliqués, dont le mien et dans ceux auxquels j'appartiens, du professeur Thivolet. Et il va y avoir une première étape où il va falloir comparer en fait notre capacité à avoir la même fiabilité médicale face à une lame dématérialisée en comparant un résultat avec le microscope. Et je pense qu'il ne faut pas se lâcher directement dans cette possibilité en se disant que la nouveauté, la nouvelle technologie va nous permettre d'avancer. C'est un peu ce qui a été évoqué. Hein. Je crois qu'il faut être extrêmement prudent, au contraire, et valider chaque étape. Est-ce que c'est la tumeur complexe
qui va être plus facile à approcher parce que finalement on va se dire, bah, tiens, cette tumeur-là, on est sûr que de toute façon il n'y a personne qui est d'accord, il faut faire encore des techniques complémentaires de biologie moléculaire, pangénomique, etc. Et donc c'est peut-être ce genre de tumeur qui va être utile de voir très rapidement en lame virtuelle avant de les voir en lame physique en réunion de consensus pour pouvoir compléter les examens. Ou inversement, l'autre approche, c'est de se dire, eh ben, sur les méningiomes par exemple, atypiques, on est très performant sur les lames virtuelles, on est aussi performant qu'avec le microscope. Et donc il va y avoir la possibilité de désengorger nos réunions de consensus physique sur lesquelles on va se concentrer sur les tumeurs difficiles pour pouvoir laisser la place, en fait, écluser rapidement ces tumeurs, finalement, sur lesquelles il y a consensus très rapidement au microscope. Au microscope virtuel. L'autre élément, c'est qu'en plus, on peut se dire qu'on peut mettre plusieurs experts rapidement en face d'un cas et voir s'il y a une concordance virtuelle, ce qui peut peut-être être un nouvel argument finalement pour accepter un diagnostic sans aller jusqu'à la réunion de consensus physique. Alors, face à ces étapes qui sont en cours d'installation avec l'achat des scanners, et donc on voit bien qu'il y a une certaine complexité, on a envisagé aussi de développer un autre axe qui est finalement un réseau de pathologie expérimentale. Et c'est vrai que ça part de la constatation que finalement, il n'y a pas d'action vraiment structurée sur l'utilisation des modèles animaux. Et finalement, les chercheurs sont un peu comme les cliniciens face à des lésions observées par des pathologistes. On ne sait pas bien à qui s'adresser, on ne sait pas bien finalement qui pourrait nous aider à avancer dans l'exploitation d'un modèle animal. Et c'est vrai qu'inversement, il y a des experts qui parfois seraient disposés à collaborer, ou des gens qui connaissent bien certains modèles animaux. Et donc l'idée, c'est finalement de favoriser cette mise en relation, et notamment au niveau régional, mais pas seulement, puisque c'est un outil qui est disponible sur Internet. Mais on croit beaucoup finalement à cette structuration régionale grâce au fait que les équipes échangent beaucoup, dans le cas de ce forum par exemple, et grâce au CLARA. Et donc l'idée, c'était de pouvoir mettre en place en fait un système de base de données qui mettent en connexion des plateformes de numérisation, donc, que je vous ai citées, finalement ce seront les mêmes que pour le diagnostic, des bases de données, et finalement ce seront les mêmes que pour le diagnostic aussi, puisque ce sera Spiral et Teleslide, avec la possibilité pour les chercheurs d'utiliser cet outil et de s'approprier Spiral, puisqu'on peut se connecter à Spiral sans être inscrit à l'Université Lyon 1, et c'est ça qui est intéressant dans cet outil, et constituer nous-mêmes nos questionnaires, en fait, et puis demander à un partenaire qui n'est pas forcément dans la même ville ou dans le même labo, de prendre le temps d'évaluer ces lames avec des questionnaires qui permettent de guider en fait, l'exploitation de ce modèle en fonction des questions scientifiques posées. Et donc là, c'est vrai qu'on a un léger décalage par rapport au diagnostic, parce qu'on ne va pas forcément aller à un diagnostic, mais on a besoin d'une évaluation morphologique. Et donc après, on exporte en fait ces données sous la forme, par exemple, de feuilles Excel qui sont stockées en ligne de façon protégée, sécurisée, bien évidemment. Et ensuite, on peut colliger tout ça dans des bases de données Excel et faire des statistiques. Donc les perspectives de ce projet sont doubles, à la fois sur le plan des problèmes diagnostiques en fait, et de l'espoir d'améliorer la prise en charge des patients, notamment dans les maladies rares ou dans les tumeurs de diagnostic difficiles, et d'autre part, mettre en place une nouvelle forme de collaboration entre plusieurs disciplines, qui est essentielle pour la mise en place de ces technologies de e-santé, et enfin, animer au niveau régional et peut-être national, voire plus, des projets de recherche et des collaborations entre équipes de recherche. Voilà, je vous remercie.